Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire présenté par ADN. Donc l'objectif du webinaire aujourd'hui, ça va être de parler des analyses de risque dans nos projets de validation et en quoi c'est vraiment un élément central pour justement mener à bien nos projets de validation. Je vais me permettre d'attendre encore 2-3 minutes et puis je vais démarrer juste pour laisser le temps à tout le monde d'arriver. N'hésitez pas s'il y a des soucis techniques, problèmes de présentation ou de son, si quelqu'un n'entend pas. Je suis accompagnée de Nathan qui va m'aider sur tout ce qui est logistique, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires si jamais il y a besoin. Et ce sera pareil pour les questions. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans les commentaires et on se fera un plaisir d'y répondre. Parfait. Je vois qu'il y a beaucoup de monde qui est arrivé. C'est pas grave, les autres nous rejoindront en cours de route si besoin. Donc, je vais démarrer. Je me présente. Je suis Aurélie Deriveau. Je suis responsable du pôle qualité chez ADN. Donc, le pôle qualité, c'est celui qui va s'occuper dans la grande partie du temps de tout ce qui est validation des systèmes informatisés pour nos clients. On est accompagné chez ADN du pôle agilité ou ingénierie système qui vont plus nous aider sur justement les évolutions des systèmes et tout ce qui est nouvelles technologies, utilisation d'outils pour la validation, etc. Donc l'objectif de notre webinaire aujourd'hui, ça va être de parler de l'analyse de risque, en quoi l'analyse de risque est vraiment centrale dans nos projets de validation et comment utiliser cette analyse de risque pour mener à bien nos projets de validation. Je suis accompagnée aujourd'hui par Nathan, qui va un petit peu s'occuper de tout ce qui est logistique et qui, au cours de ce webinaire, va vous faire passer quelques sondages auxquels je vous remercie de participer. Ça permet d'avoir un petit peu le point de vue de chacun et de le partager. Je vais couper ma caméra pour laisser toute la bande passante à la présentation et puis je vais démarrer. Donc, ce qu'on va voir ensemble, c'est comment l'analyse de risque permet de construire une validation plus intelligente, plus pragmatique et plus défendable en audit, et surtout plus utile pour les équipes métiers et qualité. Parce que si on reprend la définition de la validation, hein, c'est de montrer et démontrer par des preuves documentées, bien sûr, mais que nos systèmes sont sans risque pour le patient, la sécurité des produits et la conformité réglementaire. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore ADN, on est un cabinet de conseil spécialisé dans la validation des systèmes informatisés et dans la conformité GXP. Donc, on accompagne essentiellement soit les industries pharmaceutiques, les industries de la biotech ou du dispositif médical sur l'ensemble du cycle de vie du système informatisé. Que ce soit les URS, l'analyse de risque, les tests, la rédaction des protocoles, enfin voilà, sur tout le dossier de validation, y compris sur tout ce qui est formation, définition d'un processus de validation, rédaction de procédures, mise en place d'outils, soit pour l'automatisation des tests, soit pour faire une validation un petit peu ce qu'on appelle 2.0, une validation dématérialisée. Donc notre approche, elle repose vraiment sur deux principes, hein. D'abord, d'avoir une approche pragmatique de la validation qui est vraiment alignée sur les principes du GAMP 5 et du coup d'appliquer les référentiels réglementaires pour être conforme mais aussi pour répondre aux besoins du métier. Donc au final, c'est d'avoir une validation qui est utile et qui aide réellement à la maîtrise des risques. Donc, lors de ce webinaire, ce qu'on va voir, c'est hop, pardon, je suis partie trop vite. Ce qu'on va voir, c'est vraiment le contexte actuel et pourquoi on a jugé que ce sujet était vraiment important pour nous et dans notre pratique quotidienne, pourquoi ce sujet nous paraît central et pourquoi on a décidé d'en parler aujourd'hui. Ensuite, on verra ce que disent la réglementation. On verra un petit peu les référentiels réglementaires actuels
ou à venir, et comment ils placent l'analyse de risque dans les exigences. Puis, on entrera dans le cœur de la méthodologie, comment construire une analyse de risque qui soit réellement exploitable. Et ensuite, on terminera avec des cas pratiques, juste pour un petit peu exposer mes propos. Et l'idée, c'est vraiment de repartir sur des éléments concrets qui seront directement applicables pour vos projets. Donc là, on va démarrer par un premier petit sondage. Donc Nathan, je te laisse le soin de le lancer. Alors merci à tous d'y répondre. Comme ça, vous allez avoir les résultats globaux à la fin. Ça vous permettra aussi de savoir comment vous positionnez. Ok, merci à tous. Donc vous pouvez directement voir les résultats dans Teams, hein. Donc aujourd'hui, on est une majorité, enfin ceux qui sont parmi nous, c'est une majorité de représentants des équipes qualité, validation VSI. On a un petit peu de représentants du métier et des confrères du conseil et de la validation. Donc je vais reprendre ma présentation. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet et de voir pourquoi aujourd'hui, c'est vraiment important de remettre l'analyse de risque au cœur de nos validations des systèmes informatisés et surtout voir aussi pourquoi les approches traditionnelles deviennent de plus en plus difficiles à soutenir. Donc voilà, je vous ai mis cette phrase parce que pour moi, elle résume probablement toute l'évolution actuelle de la validation. Pendant longtemps, sur beaucoup de projets, on a associé la conformité d'une validation à un volume de documents. Donc, plus de documents, plus de tests, plus de preuves étaient associés à plus de conformité. Mais on voit bien sûr aujourd'hui que les attentes évoluent et que la vraie question n'est plus de se demander est-ce qu'on a tout testé, mais c'est de se demander est-ce qu'on a correctement identifié et maîtrisé tous les risques qui sont critiques. Et ça, c'est vraiment un changement majeur parce qu'il déplace vraiment la valeur de la validation. On passe d'une validation qui était très axée sur la documentation, être en capacité de livrer à l'inspecteur un dossier de validation complet, exhaustif, à une validation qui met vraiment le risque au cœur de la démarche. Et c'est bien sûr à ça que poussent tous les nouveaux référentiels ou tous les référentiels actuels, que ce soit le GAMP5 dans sa seconde édition, le CSA de la FDA ou même le nouveau draft de l'annexe 11 qui est amené à sortir dans les prochains temps. Cette approche basée sur les risques devient aussi de plus en plus intéressante et importante dans les contextes actuels de nos nouveaux systèmes informatisés, puisque les systèmes informatisés deviennent de plus en plus complexes. On travaille aujourd'hui avec des environnements hybrides, du SaaS, du cloud, des interfaces multiples et parfois même de l'intelligence artificielle. Et du coup, aussi en parallèle, souvent lié aussi à ces nouveaux modes de déploiement des systèmes, hein, nos projets de validation doivent aller beaucoup plus vite, les budgets sont plus restreints et les contraintes réglementaires continuent aussi d'augmenter, notamment sur tout ce qui englobe la data integrity. Donc, ça veut dire que si on reste sur une approche de validation traditionnelle qui est plutôt jugée lourde et sur lesquelles on a une production documentaire forte, elles deviennent souvent difficilement soutenables dans le contexte réel. Donc, ça veut dire que
sur le terrain, qu'est-ce qu'on voit apparaître? C'est des validations qui sont très chronophages, notamment pour le SaaS, sur lequel on sait qu'on aura des releases assez fréquentes, des équipes qui sont saturées par de la documentation, des efforts qui sont parfois mal ciblés. On va cibler tester tout notre système de la même façon sans vraiment se focaliser sur le risque, et surtout des dossiers qui sont difficilement défendables en inspection malgré le volume documentaire qui est produit, ou alors des volumes documentaires qui sont tels qu'on n'arrive pas forcément à s'y retrouver. Donc ça veut dire que, en fait, le paradoxe qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on produit beaucoup d'efforts pour créer de la documentation, mais que souvent derrière, il n'y a pas la réelle maîtrise du système. Donc les dérives fréquentes que nous, on voit sur le terrain, c'est en premier lieu trop de documentation. On produit parfois des centaines de pages qui n'apportent pas réellement de démonstration de maîtrise du risque. On réalise beaucoup de tests par sécurité. On teste tout parce qu'on a peur d'oublier quelque chose, mais il n'y a pas de lien clair qui est fait avec l'analyse de risque, ou alors c'est assez subjectif et pas forcément très justifié. On a une absence de traçabilité de logique. Donc, on a des analyses de risque qui existent, mais le lien avec les protocoles et les tests n'est pas franchement direct, et ce qui rend la justification beaucoup plus complexe. Et c'est justement le quatrième dérive, hein, c'est que du coup, on a des dossiers de validation qui sont difficilement justifiables en inspection. C'est plus compliqué de justifier pourquoi on a fait tel test, pourquoi tel test n'a pas été réalisé. Et très souvent, surtout quand on arrive sur des dossiers de validation qui sont un peu anciens, les équipes qui sont soit nouvelles, soit des équipes qui n'ont pas forcément travaillé sur la validation initiale, ont vraiment du mal à répondre ou à justifier les choix qui ont été faits. Et enfin, la dernière dérive très fréquente qu'on voit chez nos clients, c'est qu'on a une analyse de risque qui est faite, entre guillemets, pour la forme, parce qu'on sait que c'est écrit dans les textes réglementaires, mais elle ne drive pas vraiment les efforts de test et les atténuations qu'on va mettre derrière. Donc, c'est vraiment un document là qui est là pour répondre à un besoin réglementaire, mais qui ne va pas venir orienter, driver notre stratégie de test. On va passer au deuxième sondage. Donc, Nathan, je te laisse lancer le deuxième sondage. Donc là, c'est plus pour vous positionner. C'est selon vous, votre analyse de risque, est-ce qu'elle justifie, elle permet de justifier à 100% vos tests de validation, ou qu'en partie? Je vous remercie pour vos réponses. Je vais encore attendre quelques secondes. Merci pour vos réponses. Donc, les réponses sont assez partagées, mais vous gérez plutôt bien vos analyses de risque, puisque près de la moitié sont capables de justifier plus de 90% des tests. On est sur une autre moitié qui est à peu près dans les 10 à 30 ou 60%. Merci beaucoup. Je vais reprendre ma présentation. Donc là, c'est vraiment le message central de ce webinaire, hein, qui va tenir dans cette phrase unique. Donc, c'est que l'analyse de risque doit redevenir le centre de gravité de la validation. Elle ne doit pas être considérée comme un document administratif, mais vraiment comme un moteur de toutes les décisions qui sont prises en validation. C'est elle qui doit expliquer ce qu'on teste, pourquoi on le teste, avec quel niveau de profondeur et quel niveau de preuve sera nécessaire. Donc vraiment, l'analyse de risque doit driver toute votre stratégie de validation. Alors,
Pardon. On va maintenant regarder tout ce que disent les référentiels applicables en termes de validation des systèmes informatisés pour le monde de la pharma ou du dispositif médical. Parce que même si là, je vois que vous êtes quand même une bonne proportion à faire des analyses de risque structurées qui justifient votre démarche, souvent encore, nous on le voit en tant que consultant, il y a quand même une idée reçue comme quoi les autorités demanderaient toujours plus de documentation, alors qu'en réalité, les textes, ils nous disent pas du tout ça, ils disent autre chose. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, quand on compare les grands référentiels actuels, ils convergent tous vers la même logique. C'est vraiment d'avoir une approche qui est proportionnée au risque. Donc, on a le GAMP 5, qui est, bon là, c'est le cœur du document, c'est l'approche proportionnée au risque. Là, on a la FDA avec le CSA qui va vraiment insister sur la pensée critique et la réduction de la documentation qui serait inutile. L'annexe 11 et le nouveau draft notamment de l'annexe 11 qui impose explicitement l'évaluation des risques tout au long du cycle de vie. Donc voilà, on verra aussi par la suite que l'analyse de risque, c'est vraiment un document qui évolue et qui vit pendant tout le cycle de vie du système. On a l'ICHQ9, l'ISO 14971 qui repose entièrement sur la gestion des risques qualité. Donc le message de tous les référentiels qu'on utilise habituellement en validation est clair. Ce qui est attendu, ce n'est pas une validation exhaustive et uniforme, c'est vraiment de démontrer de façon rationnelle une maîtrise des risques. Voilà, donc là, on va voir ce que la réglementation nous dit et ce qu'elle attend vraiment. Donc, c'est pas du tout plus de documentation, plus de tests et plus de preuves, mais c'est vraiment une approche proportionnée au risque. Toutes les décisions en matière de stratégie de validation ou de stratégie de test qui soient argumentées, documentées, d'avoir une pensée critique et une logique qui soit défendable. Autrement dit, en général, un inspecteur va préférer une stratégie de test cohérente, justifiée, plutôt qu'une accumulation de documents sans hiérarchie. Et c'est aussi quelque chose qui sera pour vous beaucoup plus défendable. Donc, quand on analyse un dossier de validation, ce qu'on va vraiment chercher à voir, ce n'est pas uniquement des preuves de test, mais c'est surtout de savoir est-ce que tous les risques critiques ont été identifiés? Est-ce que derrière ces risques qui ont été identifiés comme critiques, j'ai des contrôles qui sont adaptés? Est-ce que mes tests sont réellement reliés à ces risques? Donc, est-ce que les tests que je réalise me permettent réellement de démontrer que j'ai une maîtrise de ces risques? Et surtout, est-ce que les données critiques sont protégées? Est-ce qu'on est capable de garantir l'intégrité de ces données qui sont jugées comme critiques et de se focuser justement sur ces données qui sont critiques? Et est-ce que les décisions prises sont rationnelles et défendables? Donc un dossier de validation devient solide quand on peut expliquer tous ses choix. Donc pourquoi certains tests sont approfondis, pourquoi d'autres sont allégés, et pourquoi certaines preuves sont jugées suffisantes ou dans certains cas pas nécessaires et dans d'autres très détaillées. Donc, sans cette logique, même un gros dossier de validation, même si vous avez plein de documents, ça peut devenir fragile en inspection. Donc, ça veut dire que l'analyse, c'est vraiment le fil rouge de notre cycle de validation. Elle ne doit jamais être isolée. Elle va commencer dès qu'on aura les premières exigences, dès la rédaction des exigences, puis elle va piloter l'identification des contrôles, ensuite des tests et de la stratégie d'atténuation du risque. Et surtout, elle doit rester vivante. Donc, ça veut dire que dès qu'un changement significatif apparaît sur le système, ça veut dire qu'on va faire évoluer notre analyse de risque. Et donc, cette analyse de risque, ce n'est pas une activité unique lors de la validation initiale, mais c'est vraiment un document ou un élément qui va évoluer dans le temps et qui, à tout moment, va permettre de
justifier les choix de validation qui auraient été faits. On va passer au troisième sondage. Donc Nathan, je te laisse lancer le sondage, s'il te plaît. Donc là, la question, c'est de savoir si actuellement vous êtes capable de rattacher chacun de vos tests à une analyse de risque ou à un risque identifié. Je vous remercie pour vos réponses. Parfait. Donc, on est sur du 50-50. Hein, donc, 50% ont des analyses de risque qui permettent de justifier tous les risques qui sont mis en place et 50 autres pourcents qui, en partie, sont capables de rattacher les risques aux tests, enfin les tests aux risques. Donc les bénéfices de risque, lorsque cette approche des risques est bien appliquée, hein, les bénéfices sont très concrets pour la validation. Hein. Ce qu'on va chercher, c'est pour la qualité à vraiment concentrer l'effort sur les impacts réels. Pour le métier, ça veut dire aussi que la validation deviendra plus compréhensible et moins bureaucratique. On sait que souvent, quand on est, enfin nous on le voit en tant que consultant, le métier arrive souvent sur l'exécution ou la rédaction des tests. C'est vrai que si on est capable de leur justifier pourquoi on doit mettre l'effort sur tel test et si on est capable de réduire le temps aussi alloué aux key users, c'est aussi c'est intéressant et surtout pour eux, ils verront la réelle valeur de faire ces tests et pourquoi ils les font et que ce sera bénéfique pour eux plus tard. Pour les audits, puisque forcément ce sera facile, même quelques années après la validation initiale, de défendre chaque choix de validation qui a été fait. Et forcément, pour le projet, on va réduire significativement la charge documentaire inutile et on va vraiment se focaliser sur ce qui est important et ce qui a besoin d'être maîtrisé. Donc, l'approche basée sur les risques, bien sûr, c'est une exigence qui apparaît dans tous les textes réglementaires. Donc, c'est un sujet de conformité réglementaire, mais c'est aussi un levier efficace pour l'opérationnel, puisque ça vous permet aussi de justifier votre stratégie de validation et d'intégrer le métier dans votre stratégie de validation de façon plus aisée. C'est-à-dire que tout le monde comprend pourquoi on fait de la validation et pourquoi c'est important. Parce que c'est une activité de gestion du risque. Donc maintenant, on va passer sur la partie méthodo. Donc, on va voir comment on va construire concrètement une analyse de risque qui vous sera utile dans vos projets de validation. Et le but, c'est que cette analyse vous serve réellement à prendre toutes vos décisions de validation. Donc, nous, ce qu'on voit en tant que consultant, c'est que beaucoup d'analyses de risque qui sont faites de façon un peu systématisée échouent pour des raisons qui sont les suivantes. Hein. Souvent, elles sont trop génériques. On a des risques qui sont copiés-collés et qui sont déconnectés du système réel. Parfois, on a des analyses de risque qui ne sont même pas reliées aux fonctions du système. Donc là aussi, c'est compliqué de derrière mettre des tests qui soient efficaces. On a un autre problème fréquent qui est des notations arbitraires, des scores qui sont attribués sans critères homogènes. Ça, c'est hyper important quand vous réalisez vos analyses de risque, quand vous rédigez vos procédures, c'est que les critères et les scores qui seront utilisés pour l'analyse de risque, que ce soit les critères de gravité, détectabilité, probabilité, que derrière vous ayez des définitions qui soient claires et objectives et qui permettent à vos équipes de vraiment déterminer qu'est-ce qu'on appelle un risque critique, d'un risque modéré, d'un risque faible. Qu'est-ce qu'on appelle une détectabilité haute, moyenne ou faible. C'est vraiment que derrière, ils aient des définitions qui soient pas sujettes à interprétation et qui soient vraiment
facile à mettre en œuvre au quotidien dans les analyses de risque. Donc souvent, ce qu'on n'aime pas trop, c'est les définitions dans lesquelles on aura un risque direct, indirect, parce que du coup, qu'est-ce que ça veut dire un risque direct, indirect? Ou alors avoir une définition de clair de ce qu'on appelle un risque indirect, d'un risque direct. Pareil sur la détectabilité. Qu'est-ce qu'on appelle la détectabilité? À quel moment intervient, enfin à quel moment final intervient la détectabilité? Est-ce que c'est je suis capable de détecter le dommage avant, par exemple, la libération du lot ou avant un élément majeur? Donc vraiment, c'est important d'avoir des critères qui soient vraiment bien définis. On voit aussi souvent une confusion entre risque métier et risque qualité. Donc là, vraiment, redéfinir encore une fois vos critères de risque. Qu'est-ce qu'on appelle un risque dans un projet VSI ou en tout cas pour votre entreprise? Un risque opérationnel n'est pas forcément un risque GXP critique. Donc même s'il peut y avoir un impact important au niveau opérationnel, ça ne veut pas dire forcément que c'est un risque GXP critique. Donc c'est pour ça que, en fonction des personnes qui interviennent sur l'analyse de risque, c'est important que ces critères soient vraiment bien définis. Bien sûr, on ne réalise pas une analyse de risque après les tests, hein. On va le faire avant les tests puisque c'est elle qui va guider vraiment la stratégie de test. Si on l'a fait après, ça va devenir un document qui est là uniquement pour se justifier. Et encore une fois, la validation, on ne la fait pas en quelque sorte pour faire plaisir aux inspecteurs, on la fait vraiment pour démontrer que notre système est sans risque, en tout cas que l'utilisation de notre système est sans risque pour les patients, la conformité réglementaire ou la conformité du produit. Et enfin, une bonne analyse de risque doit vraiment influencer toutes les décisions dès le départ. Donc, quand on va faire une analyse de risque, la première étape, ça va être d'identifier ce qui est réellement critique. Quelles sont les fonctions de mon système qui sont réellement critiques? Et pour cela, on va se poser des questions simples. Donc, est-ce que ça peut influencer la qualité de mon produit? Est-ce que ça peut avoir un impact sur la qualité, la sécurité du patient? Est-ce que je manipule des données réglementaires ou ce qu'on considère comme GXP, donc des choses qui sont demandées par les bonnes pratiques? Est-ce que c'est une fonction ou une donnée générée par mon système qui va participer à des décisions qualité importantes? Donc là, c'est vraiment important en validation de redéfinir ce qu'on appelle un risque critique. Et du coup, ce que la réglementation nous impose, c'est vraiment d'avoir un focus sur ces 4 points-là. Est-ce que j'ai un risque sur la qualité de mon produit? Est-ce que j'ai un risque pour mon patient? Est-ce que j'ai un risque pour l'intégrité des données ou la conformité réglementaire? Et encore une fois, là, ce qui va être hyper important, c'est que dans vos procédures ou dans vos templates d'analyse de risque, vous donniez des critères de sévérité qui soient clairement définis et qui ne soient pas sujets à interprétation. Ensuite, il est important de vraiment savoir que la criticité va vraiment dépendre de l'usage qu'on fait du système. C'est pour ça aussi qu'on n'a pas d'analyse de risque commune à tous les systèmes. C'est vraiment l'usage que vous faites du système qui va vraiment driver votre analyse de risque. Donc, par exemple, si on reprend un exemple classique, pour un Excel, c'est pas Excel qui va déterminer la criticité du système. C'est vraiment l'usage que je vais faire d'Excel qui vont faire que l'usage va être critique ou pas. On verra par la suite, je vous ai mis un exemple sur Excel parce que c'est celui qui parle à tout le monde et c'est celui qui est le plus facile à comprendre. Donc, on en parlera tout à l'heure. C'est pareil pour une GED ou une interface. C'est quel va être l'usage qu'on va faire de notre système qui est important dans notre analyse de risque. Et après, bien sûr, on aura presque tout le temps, et c'est celle que je vous ai mis là, hein, des fonctions qui seront sensibles en environnement GXP, hein, à savoir les signatures électroniques, les droits d'accès, les audits trail, tout ce qui est calcul automatique. Et encore une fois, calcul automatique, mais en fonction de l'usage. C'est-à-dire, est-ce que ça peut, par exemple, influencer une décision qualité, une libération de l'eau?
Est-ce que derrière, je peux faire du mal à mon patient ou entraîner une libération non conforme du produit? Et tout ce qui est interface automatique. Et encore une fois, sur les interfaces automatiques, on va se poser la question de quelles sont celles qui sont jugées critiques ou non. Donc, une fois que tous les éléments critiques ont été identifiés, on va évaluer les risques. Donc, en général, dans la plupart des analyses de risque qu'on voit, on retrouve 4 dimensions qui vont être la gravité, l'occurrence, la détectabilité et derrière, on identifie les maîtrises déjà existantes qui, elles, permettent potentiellement d'abaisser, enfin d'augmenter la détectabilité. Mais encore une fois, l'objectif, c'est pas d'avoir des matrices mathématiques parfaites, hein. C'est à vous de juger quels sont les critères d'évaluation qui sont les plus appropriés à vos process et à vos systèmes. Donc encore une fois, l'étape importante, c'est bien déterminer ces critères et comment ils vont être appliqués et s'assurer que derrière, que c'est pas subjectif, que les gens vont pouvoir l'utiliser. Et toujours se reposer la question, est-ce que le résultat de mon analyse de risque est cohérent par rapport à ma connaissance du métier, à ma connaissance du process? Donc encore une fois, le but, c'est pas d'avoir des matrices mathématiques appliquées de façon automatisée, mais c'est vraiment de se demander est-ce que mon résultat met vraiment en avant les risques réels. Donc souvent, on voit des équipes qui passent énormément de temps à discuter un score, par exemple de gravité entre 3 ou 4, ou d'occurrence, ou de détectabilité. Encore une fois, ce n'est pas ça qui est si important, c'est vraiment est-ce que la façon dont j'ai réalisé mon analyse de risque va réellement me permettre d'identifier les risques critiques. Et encore une fois, si on n'est pas à l'aise avec la notion d'occurrence, on peut très bien enlever cette notion si on voit que ça complexifie nos analyses de risque sans apporter de réelle maîtrise. Voilà, c'est libre à vous. En fait, il n'y a aucun test réglementaire qui nous oblige à suivre une stratégie d'analyse de risque. Encore une fois, il faut que la stratégie de l'analyse de risque soit adaptée et surtout vous donne un résultat qui soit cohérent et qui soit réellement évaluable. Donc vraiment, l'analyse de risque, elle doit rester pragmatique et décisionnelle. On ne doit pas être dans des résultats mathématiques sur lesquels potentiellement je ne serai pas en accord. Donc là, c'est voir, on a fait notre analyse de risque, on a eu nos scores finaux de risque. Donc normalement, ça va nous permettre de mettre en œuvre notre stratégie de validation. Donc, bien sûr, notre analyse de risque va nous permettre de dire que tous les tests ne doivent pas avoir de la même valeur dans notre stratégie de validation. Donc, une validation efficace concentre vraiment l'effort sur les fonctions réellement critiques. Et on va accepter d'alléger tout ce qui présente un risque faible et voilà, qui est justifié dans notre analyse de risque. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est vraiment alléger nos tests en validation ne veut pas dire négliger, ça veut vraiment dire adapter le niveau d'effort au risque. Donc souvent, quelques tests profonds et bien ciblés vont apporter beaucoup plus de valeur d'une grande quantité de tests qui vont rester superficiels. Donc vraiment aussi, c'est dans l'approfondissement des tests, pour une fonction critique, aller plus en détail de ce qu'on teste que pour une fonction non critique. Donc ça veut dire aussi que l'approche du risque ne réduit pas la rigueur qu'on va mettre en validation, mais c'est vraiment, elle va concentrer la rigueur sur ce qui est nécessaire. Donc l'objectif, c'est vraiment de mettre l'énergie là où une défaillance aurait un véritable impact. Et encore, ce qu'on appelle impact, c'est en fonction de ce que des critères de sévérité que vous aurez définis dans votre analyse de risque. Mais d'un point de vue réglementaire, ce qu'on va vous demander, c'est vraiment de maîtriser ce qui a un impact patient, réglementaire ou qualité produit.
Donc voilà, cette slide, voilà, c'est un peu provocateur, mais c'est vraiment d'opposer deux logiques et de résumer un petit peu ce qu'on a dit jusqu'à présent, hein. C'est avoir une validation exhaustive et uniforme contre avoir une validation proportionnée au risque. Donc la première, souvent, elle va produire un grand volume de documents, mais pas forcément beaucoup de maîtrise. Alors que la seconde va chercher à maximiser la valeur et les efforts de validation sur ce qui est réellement nécessaire. Et surtout aussi, ça permet de préserver les équipes, puisqu'un un projet de validation, ça ne doit pas devenir une machine à produire des documents, mais vraiment, ça doit devenir une maîtrise, un projet qui permet la maîtrise du système. Youp. Donc voilà, hein, globalement, ces schémas-là, ils résument un peu ce que je viens de dire, hein. Le fait d'avoir une grosse production documentaire contre une production documentaire qui est vraiment orientée et justifiée par le risque. Oh, pardon. Donc là, je vais revenir sur le concept du CSA de la FDA. Donc ça, c'est vraiment le texte de ces dernières années qui remet vraiment le risque au cœur de la validation, même si, bien sûr, le GAMP, même dans sa première édition, était toujours une approche basée sur les risques. Mais ce texte remet vraiment voilà, la notion de risque et de criticité au cœur de la validation. Ce que la FDA dit explicitement, c'est pas besoin de produire trop de documentation inutile et surtout, ayez une pensée critique. C'est vraiment recentrer la validation sur la maîtrise du risque réel. D'ailleurs, si vous lisez le CSA, eux, ils ont même une dichotomie entre les risques critiques et les risques non critiques. Donc, on réduit même la gestion des risques au niveau le plus simple, c'est qu'est-ce qui peut réellement faire du mal à mon patient de ce qui n'a pas d'impact. Et même ces dernières années, hein, on voit que on a eu l'initiation de la FDA avec le draft du CSA qui est resté longtemps en draft, hein, et qui a été publié en février, mais il est resté de longues années en draft. Et maintenant, on voit que tous les textes réglementaires suivent cette logique, hein, que ce soit le GAMP 5 dans sa seconde édition ou le draft de l'annexe 11 qui remettent vraiment l'analyse de risque au cœur de la validation. Aurélie, tu as une question dans le chat? Ah, merci Nathan. Alors. Alors, la question c'est est-ce qu'il est possible de réaliser une analyse de risque avant de disposer des spécifications fonctionnelles? Alors là, j'ai pas de réponse toute faite. En fait, ça va vraiment dépendre aussi de la complexité du système. En fait, l'analyse de risque, on peut très bien la faire sur la base des URS, donc des spécifications du besoin utilisateur, où j'ai pris l'acronyme en clé User Requirement Specification. Ça va déjà permettre d'orienter la stratégie de test qu'on va réaliser. Par contre, sur des systèmes très complexes, c'est vrai que c'est bien aussi de la rattacher aux spécifications fonctionnelles, puisque du coup, l'analyse de risque va nous permettre de mieux orienter les tests, ou en tout cas de mieux définir les tests qui vont être à réaliser et plus les attacher aux fonctions. Donc encore une fois, là, il n'y a pas de réponse fixe, ça va vraiment définir aussi quel niveau de détail vous avez dans vos URS, quel niveau de complexité du système. Et encore une fois, là, c'est faire appel au bon sens, hein. Si le fait de faire une analyse de risque sur vos spécifications fonctionnelles vous permet vraiment d'identifier les risques réels et de tester les fonctions du système que vous avez identifiées comme nécessaires, c'est tout à fait acceptable. Oui, par contre, pour un LIMS, c'est vrai, alors ça dépend, il y a des LIMS plus ou moins complexes. C'est vrai que là, souvent, vous pouvez commencer l'analyse de risque sur les URS parce que ça vous définira quand même les grosses fonctions, les gros risques à tester. Et après, c'est toujours bien de l'affiner ou en tout cas de raffiner la stratégie de test sur les fonctions. Oui. Donc là, on me dit que c'est sur un LIMS complexe justement. Donc, je pense que vous pouvez, pour gagner du temps ou en tout cas avancer le temps projet, si vous n'avez pas vos spécifications fonctionnelles, commencer une analyse de risque plus macro sur les URS et ensuite quand même s'assurer que les risques identifiés permettent bien
de borner toutes les fonctions ou toutes les éléments de paramétrage qui seront nécessaires. Ok, je crois que j'ai répondu, donc merci beaucoup pour votre message. Donc je vais repasser à la présentation. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, à les mettre dans le chat. Et puis du coup, Nathan fera le régulateur pour me dire dès qu'il y a des questions qui seront apparues. Donc là, c'est une slide qui résume un petit peu le message clé du CSA, hein, puisqu'elle illustre un peu un paradoxe fréquent, c'est que souvent, dans beaucoup de projets historiques, alors moins en moins, hein, forcément, avec tous les nouveaux textes qui sortent, mais souvent, il y a quelques années, on avait quand même une grande partie de l'effort qui était consacré à la documentation. Que ce soit rédaction de protocoles, les cycles d'approbation qui prennent énormément de temps, les revues voilà, sur des documents ou des choses qui n'avaient pas de réelle valeur ou en tout cas qui apportaient un décorum documentaire sans vraiment se focaliser sur les tests, sur les risques. On avait des tests qui étaient assez répétitifs, des fois sur des choses de paramétrage. On testait tous les éléments de paramétrage sans vraiment s'assurer dans un premier temps que le paramétrage est conforme et s'assurer que derrière, bah, forcément, si on réapplique ces fonctions, on aura les mêmes résultats. Voilà, on testait aussi beaucoup de fonctions secondaires. Et on se rendait compte que pendant ce temps, bah, souvent des zones réellement critiques n'étaient pas réellement testées avec un effort ou un niveau de profondeur suffisant. Donc l'approche risque viserait vraiment à inverser cette logique. Et si vous lisez le test, le texte du CSA, hein, donc Computer Software Assurance de la FDA, on met aussi beaucoup de place aux tests exploratoires, aux tests non scriptés qui derrière nous permettent de mieux tester le système, même si ce n'est pas documenté. Donc vraiment, l'objectif, c'est de rééquilibrer, d'avoir vraiment 80% de l'effort des équipes qui sont en place pour la validation, qui va être vraiment là pour s'assurer que le risque est maîtrisé, et plus 20% des efforts qui soient plus là sur la production documentaire. Donc vraiment remettre le test au cœur de notre validation et être capable de le focaliser sur ce qui est réellement critique. Donc, si vous lisez le CSA, c'est pas forcément d'avoir des tests très scriptés, très détaillés, avec beaucoup d'écrans sur tout ce qu'on va tester, mais être capable aussi de demander des copies d'écran sur ce qui est réellement critique et peut-être laisser de côté ce qui ne l'est pas. Faire des tests moins scriptés, plus exploratoires sur ce qui n'est pas critique et vraiment se focaliser avec des tests en profondeur sur ce qui est réellement critique. Donc aussi avoir la capacité de donner du détail de test plus ou moins approfondi en fonction de la criticité. On voit dans certaines entreprises, on a des tests très scriptés, très détaillés au pas à pas, pour toutes les fonctions, qu'elles soient critiques ou pas. Là aussi, on peut gagner beaucoup de temps documentaire à se dire que voilà, sur ce qui est moins critique, on va demander moins de preuves et moins d'efforts de rédaction. Donc là, c'est une slide qui va représenter l'ensemble de la logique que je vous ai présentée jusqu'ici, hein. C'est vraiment que le risque va être piloté à partir de vos exigences et va piloter tous les contrôles, les tests, les preuves et bien sûr tout ce qui est actions qui vont être réalisées dans les évolutions futures. Donc ça veut dire que l'analyse de risque, c'est vraiment un document central et qui intervient pendant tout le cycle de vie de notre système et c'est vraiment pas un document qui est créé à la validation initiale et qui ne va plus bouger. L'analyse de risque, c'est vraiment un document vivant, enfin un document, une activité vivante, hein, qu'elle soit sous forme documentaire ou dans un système, on en reviendra par la suite, qui permet de gérer les risques de façon unitaire. C'est vraiment un document qui doit vivre de la même façon que votre système informatisé va vivre. Il doit à chaque moment être le reflet des risques potentiels de votre système à un instant T. Donc là, on va passer sur quelques cas pratiques et des exemples concrets. Alors bien sûr, c'est des exemples voilà, schématisés, hein. Là, je ne vous fais pas un cours sur comment valider une GED, un IQMS ou une interface avec des données critiques. C'est juste pour
avoir un peu des exemples et montrer la logique que j'essaye de vous exprimer dans ce webinaire. Donc, on va avoir 3 cas concrets. Donc, le premier, c'est un exemple très pratique. À mon avis, vous avez tous dans vos entreprises, qui vont être la gestion électronique de la documentation ou les IQMS. Très souvent, sur ces systèmes, on voit quand même des tests de campagne qui sont énormes et des fonctions d'interface utilisateur peu critiques qui sont testées. Et de temps en temps, on voit encore des fonctions qui sont réellement sensibles, comme les workflows d'approbation, les signatures électroniques, qui sont parfois trop testées légèrement, ou en tout cas qu'on ne teste pas assez et qu'on n'éprouve pas assez. Donc, l'analyse de risque, si on la fait sur ces systèmes, ça va vraiment changer nos priorités puisque ça va permettre vraiment de concentrer l'effort sur les workflows. Quels sont les risques potentiels? Si mon workflow est mal configuré, si mes droits d'accès sont mal renseignés, si mes utilisateurs font une erreur, s'il y a des négligences, sur aussi les fonctions d'audit trail, mais audit trail sur les fonctions critiques. Dans un INGED, un IQMS, quelles sont réellement mes données critiques sur lesquelles je dois me concentrer? Tout ce qui est signature électronique, à quel moment je dois avoir des signatures électroniques, à quels critères doivent répondre mes signatures électroniques pour être conforme à ce que je demande en termes de réglementation. Et tous les autres éléments, en règle générale, ils sont secondaires et ils peuvent être allégés. Donc vraiment, là, c'est se focaliser sur ce qui, en termes de gestion documentaire, est important et ce qui peut être défaillant dans nos process. Une autre question, Pareil. Aurélie. Oui. Merci Quentin. Merci Nathan. Je ne vais pas y arriver. Alors la question, c'est y a-t-il une fréquence recommandée pour la mise à jour de l'analyse de risque où ça ne doit dépendre que de l'ajout de nouvelles fonctionnalités ou systèmes? Alors, bien sûr, l'analyse de risque va évoluer en fonction de vos changements. Donc, à chaque changement, normalement, on va retourner sur notre analyse de risque et s'assurer qu'elle soit toujours le reflet des risques liés à notre système. Donc, à chaque changement, on est obligé de faire une revue de l'analyse de risque et de la mettre à jour en conséquence. Donc, ça, c'est systématique. Si vous avez des non-conformités, des bugs système, là aussi, on retourne vers l'analyse de risque pour voir si potentiellement il n'y a pas des risques qu'on aurait oubliés, des choses qu'on aurait oubliées lors de notre validation initiale, ça c'est aussi possible et qui forcément vont nécessiter des mises à jour. Et après l'analyse de risque, vous allez aussi la réévaluer quand vous allez faire vos revues périodiques pour vous assurer que voilà, l'analyse de risque est toujours le reflet du changement du système actuel. Est-ce que je me suis assuré que dans toutes mes gestions des changements, dans toutes mes gestions de non-conformité, j'ai bien revu mon analyse de risque pour s'assurer qu'elle est bien à jour? Donc, c'est les 3 moments où on s'assure que l'analyse de risque est toujours à jour. Quand on fait de la gestion des changements, quand on a des non-conformités sur notre système ou quand on fait de la revue périodique. Donc le deuxième cas d'usage, c'est tout ce qui est interface automatique. Donc celles-ci, en général, elles sont particulièrement critiques parce qu'il n'y a souvent aucun contrôle humain. Donc forcément, s'il y a une erreur de mapping, un problème de transfert, c'est des données erronées ou des choses erronées qui vont se propager et potentiellement dans plusieurs systèmes et plusieurs process. Donc, dans ce type de système, l'analyse de risque doit vraiment guider plusieurs étapes. Donc, d'abord, cartographier précisément les flux de données, identifier celles qui sont critiques. Où est-ce que j'ai des éléments qui sont critiques qui derrière peuvent faire que j'ai une cascade d'éléments erronés qui va intervenir. Et ensuite, définir tous les contrôles techniques qui vont être adaptés, que ce soit des revues de log, des alertes, des mécanismes de reprise, et vraiment se concentrer sur les tests et les scénarios qui comptent réellement. Donc, par exemple, tout ce qui est cas d'échec, est-ce qu'on les a bien testés? Tout ce qui est des reprises après incident et tout ce qui est gestion de données manquantes. Donc vraiment, pour les interfaces, partir des cartographies de flux,
et identifier ce qui est réellement critique et pas oublier tout ce qui est scénario d'échec, comment je peux être alerté sur ce process qui n'est pas contrôlé par un humain. Ensuite, on va voir l'exemple dont je vous parlais, qui est l'Excel, qui est un exemple assez intéressant parce que quand on va, la réglementation nous impose de valider tous les fichiers Excel qui comporteraient des macros ou des formules. Et là, ce qu'on va valider, c'est pas Excel. On n'est pas là pour s'assurer qu'Excel fonctionne comme attendu. On est là pour s'assurer que la construction de notre feuille de calcul, la construction de nos formules, de nos macros est correcte et permet de répondre à l'intention d'utilisation. Donc là encore, c'est important de focaliser sur l'analyse de risque, sur l'intention d'utilisation. On ne va pas valider les fonctionnalités d'Excel, parce que ça aurait peu de sens. Par contre, ce qu'on va valider si on fait une analyse de risque, c'est vraiment tout ce qui est lié à la construction. Oh, pardon, c'est pas ce que je voulais faire. Donc, ce qui est lié à la construction, ça va être les formules, mais c'est pas tant Excel, est-ce qu'il va appliquer nos formules correctement? C'est moi, est-ce que j'ai bien créé mes formules pour répondre à l'intention d'utilisation? Ça va être la gestion des versions de nos fichiers Excel. Est-ce que je m'assure que mes utilisateurs vont bien utiliser la dernière version? Ça va être tout ce qui est restriction d'accès. Est-ce que je m'assure bien que tout le monde ne peut pas modifier mon Excel de façon non contrôlée? Donc, et encore une fois, tous les Excel que vous avez au sein de votre entreprise, vous n'allez pas les valider de la même façon. Un Excel de suivi de planning, souvent est identifié à faible risque, et là, la validation sera, en fonction du planning qu'on suit, presque inexistante, voire légère, si c'est de la maintenance d'outils ou autre. Par contre, si c'est un Excel de calcul de dosage, là, on aura un risque plus élevé, on aura une validation plus complète. Et si on est sur un Excel qui vous permet la libération de l'eau, c'est quelque chose qui sera une criticité maximale. Et là, on aura vraiment une approche qui sera équivalente à tout autre logiciel GXP. Donc vraiment, c'est le risque initial qui repose sur l'intention d'utilisation qui est important. Et ensuite, le risque au niveau de vraiment ce que j'attends de mon Excel. Donc, ce n'est pas Excel qu'on valide, c'est vraiment son intention d'utilisation. Et encore, à chaque fois, hein, ce qu'on va voir, c'est vraiment son impact sur le produit, le patient ou la qualité des données, la conformité réglementaire. Donc là, Excel, c'est vraiment le bon exemple pour expliquer que c'est jamais l'outil lui-même qui définit le risque, mais c'est vraiment l'intention d'utilisation qu'on en fait. C'est pour ça aussi que l'analyse de risque, à mon sens, c'est vraiment une activité qui est multidisciplinaire et qui doit prendre en compte tous les acteurs métiers autour du système informatisé. Ça va être l'IT parce qu'ils ont la connaissance et ils peuvent maîtriser les risques qui sont plus liés à l'outil et à la technologie de l'outil. On va avoir la validation ou la qualité qui va vraiment avoir la maîtrise du contexte réglementaire et qui pourra évaluer l'impact patient et conformité produit. Et on aura aussi le métier qui sera vraiment là pour déterminer l'impact potentiel sur son process et son activité quotidienne. Nathan, je te laisse lancer le 4e sondage, s'il te plaît. Donc là, c'est juste pour savoir si dans le cadre de vos Excel, vous faites systématiquement une analyse de risque ou alors si l'Excel suit un process standardisé. Ok, super, merci pour vos réponses. Donc là, on voit que en fait, vous faites des analyses de risque sur les Excel qui sont jugés critiques. Donc
c'est très bien. Et il y en a qui font des systématiques. Ok, merci pour vos réponses. Donc, en fait, ce sujet d'analyse de risque, on voit même s'il était présent avant, hein, le GAMP 5, dans sa version initiale, nous parle bien d'une approche basée sur les risques. Donc, c'est quelque chose qui était au cœur depuis toujours de la validation, pas forcément bien appliqué, pas forcément bien comprise. Néanmoins, c'est quelque chose qui a toujours été présent. Néanmoins, on voit que ce sujet a de plus en plus d'importance aujourd'hui. Et ça, c'est parce que plusieurs tendances convergent déjà, parce que on a le CSA qui est un texte qui nous a vraiment poussé à aller vers plus de pragmatisme. Donc, ils ont vraiment remis à un niveau secondaire la production documentaire pour vraiment remettre la gestion des risques au cœur de la validation. On a aussi la réglementation en termes de data integrity et les enjeux data integrity qui augmentent fortement sur tous les systèmes qu'on utilise actuellement. On a aussi beaucoup plus de systèmes cloud, SaaS, qui vraiment complexifient les responsabilités de la validation. Donc là encore, on n'a plus forcément la maîtrise de tout. Donc c'est de savoir sur quoi on a la maîtrise et sur quoi on doit plus axer nos efforts sur des audits fournisseurs ou sur quels éléments potentiellement on peut capitaliser par ce qui est produit par le fournisseur. Donc vraiment, c'est l'analyse de risque qui permet de vous dire si les éléments produits, les éléments fournis sont suffisants pour démontrer la maîtrise. Et en parallèle, on voit qu'on a des entreprises qui cherchent à réduire les coûts, les délais projets, soit pour des questions financières, mais aussi pour des questions de planning, et notamment sur tous ces systèmes SaaS, où on n'a plus forcément la maîtrise de la gestion des changements et où forcément on doit, nous, derrière, en tant que valideur, être beaucoup plus réactifs puisque nos systèmes sont mis à jour de façon plus rapide et de façon plus automatisée. Donc c'est là, encore une fois, c'est avant que le fournisseur, si on en a l'information, ait pu mettre en place un changement, qu'on soit très réactif et qu'on puisse tout de suite s'assurer que ce qui est attesté, ou en tout cas que les fonctions critiques sont correctement maîtrisées. Donc, actuellement, l'approche basée sur les risques, c'est quasiment incontournable parce qu'on n'a plus la capacité de tout tester, tester de façon exhaustive, même si on en aurait les ressources et les moyens. Donc vraiment, si on se concentre plus sur cette approche basée sur les risques, ce n'est pas uniquement pour des raisons réglementaires, mais c'est aussi pour des raisons économiques, organisationnelles et qui est liée aux nouvelles technologies qui sont dans nos systèmes informatisés. Pardon. Donc là, les outils modernes peuvent également jouer un rôle important et nous aider dans notre gestion des risques, puisqu'on va avoir potentiellement des plateformes comme Jira à associer à des extensions qui sont dédiées à la conformité, comme par exemple SoftCompline, qui vont nous permettre d'intégrer et de dématérialiser le processus de gestion des risques et vraiment de le rendre plus dynamique, traçable et intégré à notre projet de validation. Donc, ça va permettre d'améliorer la traçabilité. Et surtout, c'est aussi des outils qui nous permettent de garder une analyse de risque qui est vivante. Puisque je ne sais pas comment vous gérez les analyses de risque dans vos entreprises, mais souvent, on voit encore des analyses de risque sur des formats Word ou Excel, et on se rend compte qu'à chaque gestion des changements, c'est quand même beaucoup plus complexe puisqu'on est sur une analyse de risque qui est en un bloc géré de façon documentaire. Alors que dans ces outils, on aura chaque risque qui sera lié de façon unitaire et forcément relié de façon automatisée aux tests et aux exigences. Donc, ça rend la mise à jour beaucoup plus facile et c'est aussi des outils qui permettent d'augmenter la collaboration entre les différents acteurs dans une analyse de risque. Donc, comme je vous l'ai dit avant, l'analyse de risque, c'est vraiment une activité qui est multidisciplinaire. Donc, on va avoir des acteurs IT puisqu'ils ont des maîtrises de certains risques techniques. On a
les équipes métiers, on a les équipes qualité, on a les équipes validation. Donc vraiment, le fait de dématérialiser ces analyses de risque dans un outil, ça favorise vraiment la collaboration et la revue de l'analyse de risque. Et bien sûr aussi, c'est quelque chose qui permet d'avoir des preuves de conformité en audit qui seront facilement mobilisables, puisque ces outils nous permettent d'avoir une traçabilité entière et automatisée entre nos exigences, nos risques et nos tests. Donc les 5 messages clés à retenir pour aujourd'hui, ou en tout cas que j'ai essayé de faire passer, c'est vraiment d'avoir une analyse de risque qui ne soit pas là comme un document administratif, hein, qui soit vraiment là pour piloter votre validation. C'est-à-dire que normalement, vos choix de tests doivent être pilotés par l'analyse de risque, qui est l'analyse de risque qui va définir les tests à réaliser. Elle doit guider toute la stratégie et que tous les risques ne sont pas égaux. C'est important d'être en capacité d'avoir une analyse de risque qui différencie ce qui est critique de ce qui n'est pas critique. Ça, souvent, on le voit aussi, voilà, par peur, tout devient critique et forcément, notre analyse de risque perd un peu de sens. Et enfin, que toute la réglementation moderne, elle évolue vraiment dans ce sens, hein, plus de pragmatisme et plus de pensée critique. Donc, ne plus avoir peur de documenter moins ou en tout cas de réduire la documentation si c'est pour remettre la stratégie de risque au centre de votre validation. On a un dernier petit sondage à vous faire passer. Quentin, je te laisse le passer. Donc voilà, c'est juste pour savoir s'il y a des sujets particuliers que vous aimeriez échanger avec nous. Voilà. Donc je vous laisse y répondre. Donc merci pour vos réponses. Donc on est assez orienté, enfin voilà, il y a des gens qui sont là pour la veille, ce qui est normal. Et sur les autres, c'est réparti de façon plus ou moins homogène. Merci. Donc comme je suis un petit peu en retard, je vais conclure. Désolée pour ce retard. Donc là, c'est vraiment notre approche, notre offre ADN. Donc ADN, on est capable de vous accompagner sur tous les aspects de la validation, que ce soit mener à bien un projet de validation dans sa globalité, vous accompagner sur l'analyse de risque. On fait aussi des formations, que ce soit GAMP 5 seconde édition, CSA ou sur la gestion du risque. On accompagne aussi nos clients sur tout ce qui est audit, audit de fournisseurs ou audit de pratique. Donc là, sur les systèmes SaaS, c'est particulièrement important, hein, puisque, comme je l'ai dit, on déporte un petit peu la responsabilité sur le fournisseur. Donc ça, c'est acceptable à condition qu'on s'assure que notre fournisseur gère aussi le risque de façon acceptable et correctement documentée. Tout ce qui est rédaction de procédures globales sur les process de validation, y compris tout ce qui est procédure d'analyse de risque. Et bien sûr, on vous accompagne aussi tout ce qui est mise en place d'outils, soit pour la validation dématérialisée, soit aussi les outils de tests automatisés ou la rédaction, enfin la construction de tests automatisés qui, pour le coup, là, sera basée sur les risques. Donc encore une fois, le message clé de ce webinaire, c'est vraiment qu'une validation efficace n'est pas celle qui produira le plus de documents, mais c'est celle qui permet de vraiment démontrer que les risques réellement critiques ont été pris en compte et sont maîtrisés. Oh, pardon. Donc voilà, merci à tous pour votre attention. Pour ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas, vous pouvez continuer à mettre vos questions dans le chat. Donc on reste à votre disposition. Vous avez mon email ainsi que celui de Philippe Baron qui est le responsable d'ADN. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des besoins de manière globale sur ces sujets de validation. Merci à tous, c'est très belle journée. Et encore une fois, s'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Je me ferai un plaisir d'y répondre.
Bon, je vois qu'il n'y a pas plus de questions. Donc, on va en rester là pour aujourd'hui. Merci à tous. Merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout. Très belle journée. Au revoir.